Oh, bismillah. Aujourd'hui, pour la cinquième semaine, malheureusement, nous allons faire, dans le cadre de la matière littérature, culture et civilisation, nous allons faire l'interculturalité en littérature. Donc, figure, conflit, etc. L'objectif de ce cours est de comprendre comment la littérature met en scène et interroge la rencontre des cultures dans le texte. Pourquoi l'interculturalité? Pourquoi l'interculturalité? D'ailleurs, pour parler d'interculturalité, il faudra que dans une littérature, il y ait au moins deux cultures, plusieurs cultures qui s'échangent. Pourquoi l'interculturalité en littérature? Parce que la littérature n'est pas simplement un art, c'est-à-dire figer la littérature à l'aspect esthétique, c'est réduire la littérature au statut de n'importe quel art plastique. Non, la littérature n'est pas qu'esthétique. C'est-à-dire que dans la mesure où la littérature n'est considérée que comme une façon de bien dire les choses. Non, la littérature est avant d'être une façon de bien dire les choses ou de les dire avec une façon plus éloquente, plus esthétique, c'est une façon de dire les choses. C'est-à-dire il y a du discours dans la littérature. Donc le plus important, c'est le discours, ce n'est pas seulement l'esthétique. Donc il y a du discours dans la littérature. Ce n'est pas qu'une mimésis, ce n'est pas qu'une allégorie ou une stylistique, je vais dire, ou une allusion, une façon parodique de mimer la vérité, mimer la réalité. Donc la littérature n'est pas seulement art, mais un laboratoire d'altérité, un laboratoire de l'autre, un laboratoire d'altérité. Elle donne à voir les choses, les malentendus entre deux cultures, les métissages aussi. Donc la question qui se pose ici, la problématique de ce cours est: une œuvre littéraire peut-elle vraiment traduire une culture étrangère? Donc l'interculturalité et le multiculturalisme, nous avons deux aspects de l'interculturalité. Deux aspects. Pour le multiculturalisme, nous avons la juxtaposition des cultures, interaction, échange et transformation. Nous avons les cultures séparées qui n'ont pas de lien socio-historique, socio-politico-historique, c'est-à-dire il n'y aura pas forcément d'interculturalité entre, disons, la littérature japonaise et la littérature subsaharienne, parce que il n'y a pas de lien socio-politico-historique entre le Japon et le Sahel. Un Malien, pourquoi un Malien écrirait à propos du Japon? Il n'a aucun lien historico-politique, social avec le Japon. Mais nous allons dire qu'entre l'espace, on va dire, africain et l'espace francophone, il y a de l'interculturalité. Parce qu'il y a eu des liens de colonisation, de migration, de conflits, d'hybridité. Donc tout ça, tous ces phénomènes-là, historico-socio-politiques, font qu'il y a de l'interculturalité entre une sphère et une autre, entre une littérature et une autre. Mais les espaces qui ne sont pas séparés ne créent pas de phénomène d'interculturalité. Les figures littéraires qui font qu'il y a une interculturalité, nous avons la traduction. Les aspects littéraires qui font qu'il y a de l'interculturalité, il y a la traduction. Traduction d'une œuvre, d'une langue à une autre.
Mis à part, bien sûr, mis à part l'aspect historico-sociopolitique. D'accord? Vous avez la traduction, vous avez l'exil, vous avez la migration, et vous avez aussi le métissage. Pour la traduction, nous avons le passage entre langues au pluriel de demande. Nous avons l'exemple le plus patent, le plus concret, français et arabe. Hein? L'exil, vous avez l'exemple le plus patent des exilés qui ont traduit on va dire leur supplice d'exil par une littérature, par une rébellion linguistique. Ce sont la littérature de négritude, des esclaves. Nous avons donné l'exemple de la dernière fois dans le cours de francophonie, nous avons donné l'exemple de la créolisation. Ça y est, vous avez eu le temps de devenir amnésique. La créolisation, c'est une façon de se rebeller sur le français, de créer une nouvelle langue. Donc, ça crée par conséquent, une nouvelle littérature métisse. D'accord? De l'exil. Vous avez la migration. Vous avez le phénomène le plus patent par rapport à la migration, le phénomène littéraire le plus patent. Vous avez le phénomène en France, de la communauté maghrébine en France. Vous avez le phénomène beurre. Phénomène beurre. Et vous avez le métissage, l'incarnation biologique culturelle de l'hybridité. Maintenant, passons directement à notre fiche télé. Je vous ai envoyé une fiche CD. C'est un extrait de Azouz Begge, n'est-ce pas? Le Gone du Sheba de 1986. Le contexte, Azouz, un enfant algérien né en France, vit dans le Sheba. Sheba. Où c'est Sheba? Sheba, c'est le relief entre deux montagnes. Sheba, بين زوج جبال كاين شعبة. قلت لها أنا جاية من Suisse. Donc, dans ce Sheba, il y a un bidonville de l'Est lyonnais. Un Sheba qui dit Sheba. Sheba, ça te dit l'Algérie, le Maghreb, mais c'est dans l'Est lyonnais. C'est un bidonville dans l'Est lyonnais. Il fréquente l'école républicaine. Dans cet extrait entre vos mains, il raconte son quotidien partagé entre la maison familiale, où l'on parle arabe et où l'on respecte la tradition, et l'école où l'on parle français et où l'on apprend les valeurs françaises. Donc, il y a ici un conflit interculturel. Le souci, la tâche, si on peut dire, dans tout contexte littéraire, c'est de relever les concepts théoriques à travers les structures de langue. Vous allez relever dans le texte, à travers les structures linguistiques, ce qui représente l'interculturalité à travers la migration, le métissage, l'exil. Vous allez, s'il y en a, bien sûr,
Mais relevez ça et diagnostiquez-le selon les contextes, selon les concepts qu'on vient d'apprendre. Donc je vous donne 15, 20. Bon, reprenons. Donc l'extrait, le gon du Sha'ba de Azouz Beguek. Gon, c'est quoi un gon? Qu'est-ce qu'un gon? On n'a pas pris la peine de chercher. Gon, c'est enfant. Dans le dialecte lyonnais, c'est enfant, gosse. D'ailleurs, les Lyonnais, les supporters de Lyon, de l'Olympique de Lyon, les appellent les bêtes gon. Gon, avec un O fermé. Bon, extrait, je lis. Le Sha'ba, ou la Sha'ba, c'est... On reprend tel que ça a été dit. Le Sha'ba, c'est un bidonville. L'extrait de Azouz Beguek, c'est l'extrait du gon du Sha'ba, 1986. Le Sha'ba, c'est un bidonville, des baraques en tôle ondulée, des planches, du carton goudronné, des poules, des chèvres, des gosses, beaucoup de gosses, et des pères qui partent le matin pour aller travailler sur les chantiers ou à l'usine, des mères qui restent, qui parlent arabe, qui font le couscous, qui attendent. Moi, je m'appelle Azouz, j'ai 9 ans, je vais à l'école de la rue du Bac, l'école de la République. Là-bas, on parle français, on lit, on écrit, on compte. La maîtresse s'appelle Madame Grand. Elle a des cheveux blancs, une voix douce et elle dit qu'il faut être propre, poli, travailleur. Le matin, je me lève, ma mère me dit en arabe « Zid el-foul » mange les fèves. Je mange, elle me lave les oreilles, elle frotte fort. Elle dit « Il faut être propre à l'école. Les Français, ils sont propres. » Je sors, je marche dans la boue du Sha'ba, je traverse la route, j'arrive à l'école. Là, tout est propre. Les murs sont blancs, les tables sont rangées. On ne parle pas l'arabe, on parle français. Je deviens un autre. On m'appelle Azouz, pas Azouzigou, pas le petit de la Sha'ba Azouz. Mais à midi, je rentre, je retrouve la baraque, la tôle, la poussière, l'odeur du couscous, la voix de ma mère qui crie en arabe. Je redeviens le fils de Ahmed, le petit Algérien. Je mange avec les doigts, on parle de la famille, du bled, de là-bas. L'après-midi, je retourne à l'école. Je range ma langue arabe dans ma poche. Je sors mon français bien propre, bien poli. Un jour, Madame Grand m'a demandé « Azouz, où habites-tu » ? « Au Sha'ba, Madame. » « Et c'est quoi le Sha'ba » ? J'ai hésité, je n'osais pas dire bidonville. Ce mot est moche, il pue, il colle à la peau. C'est un quartier, Madame. Elle n'a pas insisté, mais elle a souri, elle a dit « Tu es un bon élève, Azouz, tu iras loin. » Le soir, j'ai raconté à ma mère, elle a pleuré, elle a dit en arabe « El-Mektoub », c'est écrit. Et elle m'a serré contre elle, elle sentait le couscous, la sueur, le pays. Moi, je sentais l'école, l'encre, la craie. Deux odeurs, deux mondes, mon cœur était grand, il pouvait les tenir tous les deux. Parfois, je me demande si c'est possible d'être français et algérien. Ma mère dit que oui, parce que Dieu est grand. Madame Grand dit que oui, parce que la République est généreuse. Moi, je dis que oui, parce que j'ai deux poches. Une pour l'arabe, une pour le français. Je les range, je les sors
je les mélange quand personne ne regarde. À l'école, on apprend que la France est notre patrie. Mais chez moi, on dit que l'Algérie, c'est notre patrie. Alors moi, Azouz, je suis un gon du Sheba, un gon de France, un gon d'Algérie. Je suis les deux, je suis un pan. Azouz Bekek, le gon du Sheba. Donc ici, c'est patent, c'est visible. Il y a de l'interculturalité, mais de l'interculturalité qui sont mauvais, à mon goût. Donc, déjà le contexte historique, il faut toujours, Minnaht al-Bachar, lire le texte dans une optique énonciative, c'est-à-dire mettre le texte dans son contexte historique. Ce texte a été produit en 1986. 1986, ce n'est pas 2026. 1986, il y avait un contexte en Algérie, il y avait un contexte, il y avait une vision. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok. D'accord? Entre le monde de 1986 et en Algérie et en France, et le monde de 1926 et en Algérie et en France, il y a une très grande différence. Ça, c'est le contexte historico-politique, historico-sociopolitique. D'accord? Mais, dans un contexte, nous, en tant que lecteurs, en tant que chercheurs, en tant qu'étudiants de littérature, ce qui nous intéresse le plus, c'est le texte. C'est-à-dire, aller piocher, aller chercher dans le texte les structures linguistiques qui renvoient à l'interculturalité. Ici, qu'est-ce qu'il y a comme phénomène d'interculturalité? Est-ce que nous avons un phénomène d'interculturalité dû à la traduction, dû à l'exil, dû à la migration ou dû au métissage? Oui, à l'immigration. Donc nous avons un phénomène d'immigration. C'est un Algérien qui vit en France en 1986. Ça, ce n'est pas en 1986. Le roman a été écrit en 1986 pour un public de 1986, mais il a été écrit en racontant une histoire qui s'est passée en 1960. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'écriture francophone, surtout dans l'ère maghrébine? C'est écrit pour qui, 1986? Potentiellement pour un public algérien, Mennitek. Potentiellement pour un public français. En 1986, c'est écrit potentiellement pour un public français. Et le potentiel lecteur, le potentiel acheteur du roman, c'est un Français, c'est pas un Algérien. D'accord? Donc, ça pour le mettre dans une optique, quoi? De réception. Nous sommes dans l'optique de la réception, nous nous projetons dans l'optique de la réception. À qui? Le public, à qui? C'est le français. Donc c'est écrit pour le français. Si c'est écrit pour le français, c'est que ça doit satisfaire le français. Entre guillemets, entre parenthèses. Première structure, première expression. Le Sheba, c'est un bidonville. Un bidonville, c'est quoi un bidonville? C'est un lieu de... C'est quoi un bidonville? Qu'est-ce qu'un bidonville? J'attends la réponse, Wallah. Qu'est-ce qu'un bidonville? C'est un bidonville. Gouli en arabe, c'est un quartier populaire. Quartier favela. Pour comprendre, pour me montrer que vous avez compris. D'accord? Donc ce sont les favelas. C'est-à-dire dans un contexte portugais, brésilien. C'est le lieu des pauvres par excellence. Bidonville, c'est le lieu du
chaos. D'ailleurs, l'expression qui suit, la phrase, l'énoncé qui suit, l'explique explicitement, largement. 1. Des baraques en tôle ondulée, rouge, ondulée. Des planches, du carton goudronné, du carton qu'on a peint avec du goudron. Des poules, des chèvres, des gosses, beaucoup de gosses. Des enfants, plein d'enfants. Des chèvres, des khalta. Donc c'est le chaos. C'est un lieu de qui? Ici, qui habite dans ce bidonville? Les pauvres, mais les pauvres initialement, mais appartenant à quelle nationalité, à quelle ethnie? Les Arabes. Ce sont les Arabes, ce n'est pas les Français, d'accord? Et des pères qui partent le matin pour aller travailler sur les chantiers ou à l'usine. Des mères qui restent, qui partent. Qu'est-ce qui nous a amené à dire d'emblée que ce sont des Arabes? Non, dans le premier paragraphe, il n'y a pas d'Arabes. Il y a le mot couscous. Et des mères qui font le couscous qui attendent. Déjà le statut du père qui part au travail, de la femme au foyer, c'est un statut typiquement arabe. De l'époque. De l'époque, bien sûr. Donc ça, il y a d'accord? L'époque, 1960, l'homme part au travail, la femme reste au foyer. C'est un statut, c'est un schéma typiquement arabe, typiquement algérien. Couscous, ça y est, on se dit, c'est l'arabe, c'est la communauté arabe. Elle est présentée comment? Dans un bidonville. Dans un bidonville, chaos, chèvres, poules, gosses, tôles, un amalgame parfait. Moi, je m'appelle Azouz. Deuxième indice que c'est un arabe. Azouz, c'est un arabe. Azouz. J'ai 9 ans. Je vais à l'école de la rue du Bac. L'école de la République. Là-bas, on parle quoi? Français. Ça y est, vous voyez, le français, c'est l'introduction. L'introduction à quoi? L'introduction. L'arabe, c'est l'introduction. Couscous, femme au foyer, c'est l'introduction au chaos. Français, c'est l'introduction à quoi? Au savoir. On lit, on écrit, on compte. Les indices, les structures linguistiques, ce sont des structures linguistiques se rapportant à l'ordre, à la discipline, au savoir. Les structures linguistiques accordées au monde arabe, c'est le bidonville, le chaos, les tôles, les cartons, goudronnés, les chèvres, les poules, les gosses, beaucoup de gosses. Ça y est, maintenant, la situation initiale, on est mis dans le bain des deux sphères. Nous avons la sphère disciplinée et la sphère chaotique. La sphère disciplinée française et la sphère chaotique arabe. Bien sûr, sans aucune référence à l'étiologie, à l'origine de cette pathologie. Le matin, je me lève. Je me lève où? Dans le Shi'ba. Je me lève dans le Shi'ba, chez ma mère. Ma mère me dit en arabe, Zid el-foul. Tibda naharak bil-foul. C'est très bien, les fèves. Je mange ça. Rien de péjoratif. Bien que je me demande d'où il a ramené ça. Peut-être qu'il appartient à une communauté de l'Est de l'Algérie. Il commence avec le foul. Peut-être que ça appartient à sa culture. D'accord? Mange les fèves. Je mange, elle me lave les oreilles, elle frotte, ça y est, elle le nettoie. Pourquoi elle le nettoie? Non pas parce que c'est demandé par discipline, non, elle dit il faut être propre. À l'école, les Français, ils sont propres. C'est-à-dire qu'on prend modèle sur les Français. Parce que les Français sont propres, nous,
puisque nous nous mêlons aux Français, nous fréquentons les Français, on doit être propre. Ce n'est pas parce que c'est notre nature. Donc vous voyez l'interculturalité. Ici, ce n'est pas de l'interculturalité à mon goût, c'est du cliché. C'est de la parodie. D'accord? Je sors, je marche dans la boue du Sheba. La boue du Sheba. Sheba, c'est la boue. Je traverse la route, ça y est. Vous avez cet isthme entre deux mondes. La boue, Sheba, la route, elle est goudronnée. La route, j'arrive à l'école, là où il y a la propreté, il y a... Ah, elle est comment l'école? Là, Sheba, c'est bidonville. Dans l'école, là, tout est propre. Les murs sont blancs, les tables sont rangées. C'est chez le français ici. Hein? On ne parle pas arabe. Relation, cause à conséquence. Cause à conséquence. Puisqu'on ne parle pas arabe, on est ordonné, on est propre, on est discipliné. Je ne dirais pas qu'il y a du subliminal, mais il y a de l'acte du langage ici. Il y a de l'acte du langage, quelque part fallacieux, sophiste, c'est du sophisme, de la relation cause à conséquence. On parle français. Vous voyez, on ne parle pas arabe. Je traverse de la boue, la rue, l'école, l'ordre. Pourquoi l'école elle est ordonnée? Parce qu'on ne parle pas arabe, on parle le français. C'est de la relation cause à conséquence évidente. Je deviens un autre. Transformation, métamorphose. Pourquoi il devient un autre? Parce qu'il a traversé une rue, parce qu'il ne parle plus l'arabe, mais le français. Il devient un autre. Je deviens un autre. On m'appelle Azouz. À l'école, on l'appelle Azouz par son prénom. Pas Azouzigou. Azouzigou, c'est zigou. Les égouts. C'est péjoratif. Au Sheba, il est mal nommé. Mais à l'école, il est nommé tel que son prénom l'indique. Vous voyez bien le contraste. Pas le petit de Sheba, Azouz. Mais à midi, recontraste, retransformation, remétamorphose. Mais à midi, je rentre, je retrouve la baraque. La tôle, la poussière, l'odeur du couscous. Qu'est-ce qui fait que la tôle et l'odeur et la poussière soient en relation avec l'odeur du couscous? Le couscous, le couscous est un plat traditionnel, un indice de culture. Vous voyez bien où est-ce qu'on fait le contraste, la liaison entre couscous et tôle et poussière. Le couscous n'est pas fait avec de la tôle et de la poussière, que je sache. Et pourtant, il est mis dans un contexte, dans un bain lexical qui le mélange, qui le lie, qui l'affine à quoi? Au chaos, au désordre. Le couscous qui est un plat traditionnel. La voix de ma mère qui crie en arabe. Mais sa mère, elle est arabe, elle parle l'arabe. Pourquoi mettre l'arabe dans un contexte de chaos? Rien ne lie l'arabe au chaos. Vous voyez bien qu'il y a, certes, le bidonville est un lieu de chaos, lieu de pauvres, mais rien ne lie le bidonville en soi aux aspects culturels qui sont l'arabe et le couscous. Vous comprenez? Une personne peut parler l'arabe quotidiennement, manger du couscous à chaque repas, elle n'est pas obligée d'être chaotique, d'être désordonnée et de vivre dans un bidonville. Ce n'est pas d'interculturalité ici.
C'est-à-dire, ça met en éloge l'apologie de la culture française face à la dénigrement de la culture arabe. Donc, l'arabe est lié, collé au désordre. Il y a de l'interculturalité, implique échange. Je te donne, tu me donnes. Je te donne quelque chose de ma culture, tu me donnes quelque chose de ta culture. D'accord? J'accepte quelque chose de ta culture, tu acceptes quelque chose de ma culture. Ici, ce n'est pas de l'interculturalité. C'est donné comme un modèle d'interculturalité. Généralement, la littérature francophone maghrébine est dans ce modèle de dénigrement de la culture maghrébine face à la culture française. J'ai beau chercher, j'arrive pas jusqu'à maintenant à trouver des textes qui font l'apologie de la culture arabe, de la culture maghrébine, face à la culture française. Donc, l'après-midi, je retourne à l'école, retransformation, je resserre. Il est parti dans le désordre, mais le désordre qui est toujours collé au fait de parler l'arabe et de manger arabe. D'accord? À l'après-midi, je retourne à l'école, je range ma langue arabe, cause à conséquence. Dans ma poche, je sors mon français bien propre, bien poli. Quelle relation? Quelle relation? Quel est le lien entre le fait de parler français et d'être propre et poli? Aucun lien direct. On peut être propre et poli tout en parlant arabe, tout en étant arabe. Rien n'oblige à être désordonné et chaotique et malpoli en étant arabe. Mais ici, il y a une relation cause à conséquence à travers la structure, à travers le lexique. Donc, Madame Grand m'a demandé, il dit qu'il habite à Cheba, donc j'ai hésité, je n'osais pas dire bidonville. Bidonville, c'est moche, il pue, il colle à la peau. Le bidonville, c'est un lieu de pauvreté. Ah, le soir, j'ai raconté à ma mère, il a raconté ce qu'il a, le dialogue qu'il a eu avec sa maîtresse. Donc, le soir, j'ai raconté à ma mère, elle a pleuré, elle a dit en arabe, El Mektou. El Mektou, c'est quoi? C'est un dogme, une doctrine, une croyance. Rien à voir avec le désordre. Rien à voir avec le chaos. D'accord? Mais c'est mis dans un contexte, c'est écrit. Et elle m'a serré contre elle. Elle sentait le couscous, la sueur. Ça, le couscous et la sueur, c'est logique, elle travaille à la cuisine. Elle est tout le temps dans la cuisine, sa mère. Le couscous, la sueur, le pays. Quelle relation a le pays avec le couscous et la sueur? Ah, moi je sentais, c'est lui qui fréquentait les Français, qui fréquentait l'école, moi je sentais l'école, l'encre, la craie. Deux odeurs, deux mondes, mon cœur était grand. C'est-à-dire j'acceptais l'odeur du couscous et de la sueur, l'odeur du pays, mais tout en étant un Français. Il va le dire plus tard. Parfois je me demande si c'est possible d'être français et algérien. Ma mère dit que oui, parce que Dieu est grand. C'est-à-dire, sa mère lie le fait d'être français et algérien au fait de croire en la grandeur de Dieu. Dieu peut accepter de toi d'être français et algérien à la fois. Je ne vois pas le lien. Madame Grand, sa maîtresse, dit que oui, parce que la République est généreuse. Vous avez le contraste. Maman, la mère, face à la maîtresse. Sa mère, c'est l'Algérie. Son institutrice, c'est la France. La mère croit en Dieu. L'institutrice croit en la République. C'est-à-dire, vous avez, en quelque sorte, le mystique face
à l'institutionnel. Le mystique face à l'institution. Bizarre qu'en contraste. Moi, je dis que oui, parce que j'ai deux poches. Lui, il est pragmatique. Il n'est ni mystique, ni institutionnel. Il est pragmatique. Il a deux poches. Puisqu'il a deux poches, une pour l'arabe, une pour le français. Je les range, je les sors, je les mélange. Quand est-ce qu'il les mélange? Quand personne ne regarde. Et il a toujours honte de son côté arabe, peur de son côté français. Il les range, il les mélange, parce que la République refuse qu'on mélange l'arabe au français. Et il a honte devant sa communauté d'origine de mélanger ce qui est français à ce qui est arabe. Mais par contre, pourtant, il les mélange quand personne ne regarde. À l'école, on apprend que la France est notre patrie. L'école, lieu de l'ordre, de la discipline, la France et la patrie. Mais chez moi, lieu du désordre, du chaos, de la poussière, des tôles et des cartons, on dit que l'Algérie, c'est notre pays. Alors moi, Azzouz, je suis un gon. Il est ce qu'il est. Un gon du Sheba, un gon de France. La Sheba, elle est où? À Lyon, en France. Un gon de France, un gon d'Algérie. Je suis les deux, je suis un pont. Mais réellement, est-ce que dans ce texte, Azzouz est un pont? Non, Azzouz voit d'un mauvais œil l'Algérie, d'un mauvais œil la culture algérienne. Azzouz est un Français. Mais il ne sera jamais considéré comme un Français par les Français. Donc, dans ce texte, il n'y a pas de l'interculturalité. Il y a une peinture de la culture algérienne, une version de la culture algérienne, mais pas de l'interculturalité. L'interculturalité implique un échange, implique peut-être qu'il y a une interculturalité sur le plan linguistique, mais pas une interculturalité sur le plan idéologique. Sur le plan idéologique, il y a de l'aliénation. Il y a de l'aliénation ici, dans ce texte-là. Des questions? Any questions? On préfère enseigner le français en anglais. Paraît-il que c'est les exigences de certains. On exige de nous d'enseigner en anglais. Donc on va enseigner l'anglais en français. Ou le français en anglais, pardon. Aucune question? S'il n'y a aucune question, c'est que vous n'avez rien compris, ou que vous avez tout compris et que vous pouvez facilement me refaire la prestation que je viens de faire.